pas d'attacher vos ceintures. Pourquoi? Parce que nous partons pour un voyage de 30 minutes aux quatre coins du monde. Ça y est, hein, vous le savez, le mondial de l'automobile vient d'ouvrir ses portières, jeu de mots, à Paris. Et à cette occasion, on s'est dit, tiens, si on s'intéressait à la place de la voiture au-delà de nos frontières, que représente-t-elle pour nos voisins, proches ou lointains? Est-ce que c'est un simple moyen de locomotion ou un objet de convoitise? Oui, vous allez voir. Et qui sont les plus accros au volant? Et quel rapport entretiennent-ils avec leur véhicule? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire dans certains pays, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors pour nous éclairer ce matin, voici nos conducteurs du jour. Jacques Cardos qui nous attend à Washington, Franck Genozo, notre correspondant à Jérusalem, Nicolas Bertrand qu'on rejoindra à New Delhi. Bonjour messieurs. Et enfin Valérie Lerouge qui nous donne rendez-vous à Bruxelles. Allez, on démarre évidemment sur les chapeaux de roue avec les États-Unis. Alors là-bas, vous allez voir qu'on adore les belles et grosses cylindrées, comme dans les films. Hein. Et plus elles ont de kilomètres au compteur, mieux c'est. Autrement dit, les Américains raffolent des voitures de collection. Bonjour Jacques. D'où vient leur engouement, leur engouement pour ces vieilles mécaniques, Jacques? Mais écoutez, je crois que ça date des années 60, c'est la période de l'insouciance, c'est la période de Marilyn Monroe, de James Dean. D'ailleurs, il y a beaucoup de collectionneurs aujourd'hui qui sont des baby-boomers. Ouais. Et puis c'est l'avant-choc pétrolier. À partir du choc pétrolier dans les années 70, tout a changé. On a diminué la motorisation des véhicules. Mais il y a le côté aussi American Dream, il y a le côté conquête de l'Ouest. Qui n'a pas rêvé de traverser l'Ouest des États-Unis à bord d'une belle décapotable, une belle voiture des années 60. Et puis il y a le côté pratique. Évidemment, pas un Américain n'a pas au moins 2 voitures ici pour se déplacer. Il y a une culture de la voiture évidemment ici depuis des décennies, alors que ce soit pour une Mustang des années 60 ou pour une un peu plus rutilante des années 70, les Américains adorent bichonner. Il y a beaucoup de collectionneurs, particulièrement dans l'Ouest où il fait un petit peu plus beau qu'ici, vous allez le constater. Virginie Goubier vous emmène et vous allez partir à la rencontre de ces collectionneurs. C'est parti. En été, c'est une tradition. Chaque week-end, les voitures vintage s'exposent sur les parkings de Californie. Nous, les Californiens, on adore les vieilles voitures. Il y a certainement plus de voitures de collection ici que dans n'importe quel autre État. Chevrolet, Mustang, Buick, Cadillac. Toute la panoplie des muscle cars, ces américaines longues et sportives des années 60-70, est présente ce jour-là. Ça fait partie de notre culture. La culture des retraités américains. On vient faire vrombir les moteurs et admirer les carrosseries rutilantes. Ce sont leurs formes, elles sont iconiques. D'habitude, on les voit à la télé, dans les vieux films, alors c'est super de les voir en vrai. Avec son climat doux et ensoleillé, la Californie est le paradis des voitures anciennes. Bill Pappas en est l'ange gardien. Depuis 40 ans, il répare ses vieilles voitures dans son garage en banlieue de San Francisco. Le plus dur, c'est de trouver les pièces, surtout si c'est quelqu'un de pointilleux qui a l'intention d'exposer sa voiture dans des concours. Il faut que tout soit parfait, exactement fidèle à ce qu'elle était à l'origine. En ce moment, Bill restaure une Plymouth de 1966. Celle-ci est arrivée dans un sale état. Mon ami l'a achetée pour 30 000 € dans le Midwest, je crois. On a dû démonter le moteur pièce par pièce. Et une fois qu'on l'aura remise en état de rouler, on va refaire tout l'intérieur. Au final, ces voitures de collection coûtent très cher. Pour certains, c'est un investissement rentable. Leur valeur a quadruplé depuis le milieu des années 2000. Mais pour d'autres, il s'agit avant tout d'une histoire personnelle. Denise termine de charger sa voiture. Une Plymouth décapotable de 1942. Mon père me l'a acheté quand j'avais 16 ans. C'était en 1966. Ça fait 50 ans que j'ai cette voiture. Quand on l'a achetée, ce n'était rien de plus qu'une vieille voiture. Il y a quelques années, Denise a fait entièrement restaurer sa voiture. Depuis, elle participe à des concours d'élégance. Et chaque fois qu'elle embarque pour une virée sur les routes, son plaisir est intact.
Pas de direction assistée, pas de freinage assisté, pas de clignotant, mais elle roule parfaitement. Vous le sentez, le vieux cuir, le carburant, l'essence? Vous ne sentez jamais ça dans une voiture moderne. Ces odeurs, ça me rappelle vraiment mes années lycée. Ce dimanche, à Sainte-Rosée, un concours d'élégance rassemble plusieurs dizaines de véhicules d'avant-guerre. Aux visiteurs, Denise raconte fièrement l'histoire de sa Plymouth, un modèle très rare, l'un des derniers en circulation. Ah. Alors là, la Plymouth avec la dame et San Francisco derrière, il manquait plus que le film Bullitt, c'est parfait. Ces voitures-là, j'imagine, Jacques, ça coûte une fortune, hein, ce sont de gros investissements, non? Oui, ben, c'est le contraire des voitures qu'on trouve dans la rue en ce moment, parce que la nôtre, elle perd de la valeur assez vite, mais ces voitures-là, c'est tout le contraire. 400% entre 2000 et 2016 ici aux États-Unis, selon une étude qui a été faite très sérieusement récemment. Une Shelby Cobra de 1962 a même été adjugée 12 millions d'euros. C'est considérable, mais d'une façon générale, il faut compter entre 50 et 100, 120 000 euros. Ceci étant dit, récemment, il y a une histoire absolument incroyable ici. Tout à fait par hasard, un collectionneur a ouvert un hangar et il a trouvé plein de voitures de collection qui n'appartenaient à personne, en réalité à une vieille famille, tout le monde avait oublié. Donc vous voyez, il y a encore plein d'affaires à faire. On peut trouver des petites voitures de collection à entre 5 et 10 000 euros, ça a fait un budget raisonnable quand même. Juste là, une observation comme ça, quand on voit les concours, bon, à part la dame que vous avez rencontrée, c'est quand même une activité assez masculine, non? Oui, moi quand j'étais petit, j'avais des petites voitures. Ouais. C'était pareil pour vous, William. C'est vrai qu'il y a quand même, il y a quand même beaucoup de garçons. Ouais, c'est vrai. Ouais, enfin, bon, il y a quand même des femmes aussi, hein. Ouais, mais franchement, il y en a peu, hein. Et puis moi, ma collection de Dinky Toy, je la partageais pas avec mes sœurs, hein. C'est hors de question. Merci beaucoup, Jacques. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on partage pas ça. Non, Bonne journée. Bonne journée à vous et merci beaucoup. Allez, changement de trajectoire. Direction le Proche-Orient avec Franck Genozo. Alors, notre correspondant sur place a rencontré des pilotes de course. Bon, mais des pilotes de course pas comme les autres. 4 jeunes femmes palestiniennes qui, vous allez le voir, tentent vraiment le coup aux idées reçues. Franck, des femmes au volant dans un pays musulman qui plus est en guerre, franchement, c'est pas commun. Oui, William, les Speed Sisters ou l'histoire pas banale de la première écurie automobile 100% féminine ici au Proche-Orient et dans la région, vous l'imaginez, ça n'est pas passé inaperçu. Elles ont même fait l'objet d'un film documentaire, une réalisatrice les a suivies pendant plusieurs années. On y découvre 4 femmes au caractère bien trempé, leurs espoirs, leurs doutes, leurs frustrations liées à l'occupation israélienne en Cisjordanie et puis aussi les rivalités qui finissent par éclore au sein de cette équipe entre femmes où on se bat pour le titre de championne de Palestine. Nous sommes allés à la rencontre de ces 4 jeunes femmes au destin d'exception. Voyez plutôt le reportage préparé par Jonah Messina et Ofset Nalbandian. À Ramallah, c'est une soirée de retrouvailles qu'elles attendent depuis longtemps. Hé, comment vas-tu? Ça fait du bien de se voir. Le plaisir d'être à nouveau réunies. Réalisatrice et protagoniste d'une aventure hors du commun qui a donné naissance à ce film documentaire, les Speed Sisters. L'histoire de la première équipe de course automobile 100% féminine au Proche-Orient. 4 Palestiniennes, Nour la sportive, Mona l'abonnée aux accidents, Mara la battante et Betty l'ambitieuse. Le film a été projeté dans plus de 70 festivals à travers le monde, acclamé, ici encore un peu plus qu'ailleurs, où les jeunes femmes sont devenues des célébrités locales. Le film montre les Palestiniennes sous un nouveau jour. Il montre qu'on peut faire aussi bien que les garçons. Le film nous a donné confiance en nous et nous a prouvé qu'on pouvait réaliser nos rêves. Et sa diffusion à l'étranger nous rend très fiers. Et ce soir-là, il y a autre chose qui fait la fierté de Betty. C'est la rouge juste en bas. Waouh, c'est la même que la précédente? Le même modèle, mais elle est neuve. Et tu fais de la compétition avec? Non, c'est plus comme avant ici. On n'a même plus d'endroit pour s'entraîner. Vous n'avez jamais eu d'endroit où vous entraîner? Un combat de plus à mener pour ces jeunes femmes qui n'en ont pas manqué.
S'imposer dans un monde toujours très masculin. Ou encore surmonter l'amertume des jours de déception. J'en ai marre. Je veux juste piloter. Je ne te parle même pas de gagner. Est-ce que je peux au moins ne plus faire d'erreurs sur le circuit? Le film raconte aussi la difficulté de s'entraîner dans des régions sous occupation israélienne. Et le poids des préjugés, y compris parfois au sein de leur propre famille. Elle est championne de Palestine. Mais moi, je ne souhaite pas qu'elle soit connue pour ça. Je veux qu'elle soit connue pour quelque chose qui a de la valeur. Mais tu la soutiens ou pas? C'est trop tard maintenant. Elle peut faire ce qu'elle veut. Je ne peux rien y faire. Même si ça n'avait tenu qu'à moi, elle n'aurait jamais fait de course. Sur la route, comme sur les circuits, Betty Saadé aime rouler vite, très vite. Et tant pis pour notre caméraman. Comment vous vous sentez quand vous conduisez? Je suis hyper heureuse. Pourquoi? C'est drôle et puis je ressens un sentiment de puissance, quelque chose qui vient du fond de moi-même. Sa façon aussi, dit-elle, de faire bouger les lignes dans une société palestinienne qu'elle juge parfois trop conservatrice. Ce qu'on a fait inspire les autres femmes, surtout les plus jeunes. Les gens disent « Oh, les Speed Sisters, vous êtes géniales !» Vous avez changé l'image de la femme palestinienne. Souvent, à l'étranger, les gens croient que les Palestiniennes restent cloîtrées chez elles à cause de la guerre, qu'elles ne font pas d'études, qu'elles ne font rien. Alors, ça montre vraiment les femmes sous un nouveau jour. Les victoires sur la piste ne sont sans doute pas les plus grandes pour les Speed Sisters. 4 femmes qui ont bousculé les codes de la région pour vivre leurs rêves à grande vitesse. Les Speed Sisters. Franck, alors est-ce que ces drôles de dames arrivent à vivre de leur passion ou pas? Eh bien William, c'est tout le paradoxe des Speed Sisters. On aurait pu s'attendre à ce que cette médiatisation planétaire leur ouvre de nouveaux horizons, peut-être de nouveaux sponsors. Eh bien en fait, très peu. L'une d'entre elles seulement, Nour, vit aujourd'hui de sa passion. Elle a été engagée dans une écurie à Dubaï qui fait des courses de dérapage. Et oui, ça existe. Et puis pour les 3 autres, eh bien c'est beaucoup plus compliqué, notamment parce que la Fédération palestinienne de course automobile a en quelque sorte périclité. Il n'y a quasiment plus de courses, quasiment plus de compétition. Et puis, vous l'avez entendu, il est bien difficile, par exemple, de trouver des terrains, de trouver des circuits pour s'entraîner, pour s'exercer. Même la très ambitieuse Betty, que vous avez vue dans le sujet et qui dans le film trouve un sponsor au point de susciter la jalousie des autres, eh bien même Betty a revendu sa voiture de course. Et chez les jeunes femmes, malgré le retentissement planétaire de leur projet, malgré le succès du film, eh bien on sent poindre l'amertume et désormais même une forme de découragement face à ces nouveaux obstacles qui se dressent devant elles. Eh bien, peut-être que dans le monde, il y aura quelqu'un qui regardera ce reportage et se présentera comme mécène ou sponsor. On verra bien. En tout cas, elles ont du talent et plein de courage surtout. On a bien vu avec la conversation avec le grand-père et le papa. Merci beaucoup, Franck. À très bientôt. Petite pause chez nous à présent avec notre spécialiste de l'Internet, Julia du Web. Vous allez voir que l'achat de voitures en ligne est de plus en plus fréquent. Julia, le Web, c'est devenu quoi, le nouveau concessionnaire auto ou j'exagère ? On en est au début, on va dire, pour répondre à votre question. Les dernières études prédisent un bel avenir à ce marché, mais il faut dire que les Français ne sont pas encore vraiment enclins à acheter leur voiture neuve sur Internet, même si c'est en passe de changer. On constate que presque un Français sur 2, 48%, est prêt à acheter sa voiture en ligne aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est encore les débuts. Et même si ce n'est pas le premier réflexe que d'acheter, le web est la source d'informations majeure. C'est-à-dire que 96% des acheteurs aujourd'hui, avant d'acheter leur voiture, ont pris l'information sur Internet. Dernier chiffre, 65% des ventes d'occasion se font sur le web. Donc pour l'occasion, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus sur la toile que ça se passe que pour les voitures neuves. Alors pourquoi choisissent-ils Internet, ces Français? D'abord parce qu'évidemment, ils espèrent y trouver le meilleur prix, ils espèrent gagner du temps. Et puis il faut savoir que comme la population est de plus en plus jeune, les 18-34 ans sont plus enclins à acheter leur voiture sur Internet. Vous avez un accessoire sur le web qui s'appelle le car configurateur.
Store qui cartonne. C'est comme un jeu, comme quand vous étiez petit garçon, vous avez votre modèle de voiture, vous choisissez la teinte de la carrosserie, la couleur de l'habitacle, les accessoires. En gros, vous personnalisez comme ce qu'on fait tout le temps sur Internet et vous créez votre propre modèle. Autre chose sur Internet, évidemment, la comparaison des prix que vous ne pouvez pas faire chez un concessionnaire. On compare, c'est qui est encore aujourd'hui le premier critère d'achat d'une voiture, c'est le prix en France. Vous avez des sites en particulier à nous conseiller? Alors, un site, le 100% automobile, celui-ci, qui s'appelle mavoitureparinternet.com. Il regroupe tous les besoins du consommateur. Comparateur de prix, assurance, achat, réparation, rendez-vous pour tester des nouveaux modèles. C'est vraiment le site de référence. Vous avez évidemment le réseau social des amateurs de voitures. On partage ses photos de voitures, on rencontre d'autres passionnés. C'est l'endroit où vraiment vous allez pouvoir partager votre passion. Et puis, je voulais terminer par celui-ci parce qu'il est un peu plus girly. On est dans l'aménagement de voiture, la décoration de voiture. Sauf qu'on est très très loin du tuning, William. Là, on est sur des petits stickers, des petites choses un peu sympas. Ça s'appelle Cartistic et c'est très prisé par les jeunes femmes. C'est que des noms difficiles à prononcer. Oui, vous avez vu? Oui, merci beaucoup. À plus tard. Pour la prochaine destination, plein feu sur New Delhi. Alors, on nous attend là-bas, Nicolas Bertrand. En Inde, il y a une voiture comment? Une voiture phare, si vous voulez, qui remporte tous les suffrages. C'est la voiture vedette, c'est la star. Elle fait même la fierté du pays, c'est pas rien. Elle s'appelle l'Ambassador, elle ne pouvait pas avoir un autre nom. Alors, c'est une fabrication locale qui a une cote incroyable. Et ça date pas d'hier, Nicolas. Oui, absolument, William. Tous les superlatifs sont de mise quand il s'agit de parler de cette voiture. C'est une légende, c'est un symbole, mais c'est aussi l'emblème de tout un pays. Et cette voiture, eh bien la voici, c'est l'Ambassadeur. Alors, au premier coup d'œil, vous pouvez voir qu'elle est plutôt robuste, hein, c'est du solide. Et puis venez voir ici à l'intérieur, tout est fait pour supporter les routes indiennes, de bons coussins bien confortables et puis de l'espace pour les jambes. C'est ça qui plaît aux Indiens. Si on devait la comparer à une voiture française, ça serait la Citroën DS, non seulement pour son confort, mais aussi pour son prestige. Car ici, comme en France, eh bien, ce fut la voiture des ministres. Allez, tout de suite, je vous emmène pour le reportage avec aux commandes Thomas Donzel et Navodita Kumari. Depuis 1957, elle parcourt les routes. De Calcutta à Bombay, de New Delhi à Pondichéry, l'Ambassador est devenu le symbole de l'automobile indienne. Une petite voiture ronde et solide, quoi de mieux pour arpenter New Delhi? Axel et Sarah grimpent à bord du modèle fourni par leur hôtel. Et c'est parti pour une balade tout en confort. Ou presque. Par rapport à une voiture classique, ça bouge plus, le bruit est différent surtout. C'est beaucoup plus bruyant, mais charmant. C'est le charme des anciennes voitures. James Tamang, le chauffeur, bichonne cet Ambassador doré depuis 6 ans. Il apprécie ces petits détails qui font la différence en cas de panne sur les routes indiennes. Quand la voiture a un problème la nuit, nous avons ceci, cette lumière. Les autres voitures ne l'ont pas. Avec l'Ambassador, pas besoin de lampe de secours. Dans cette voiture, il n'y a quasiment pas d'électronique. On peut faire plein de réparations nous-mêmes. Aujourd'hui, avec les nouvelles voitures, s'il y a un problème, il faut aller voir un garagiste. Robuste, l'Ambassador est aussi synonyme de prestige. Elle est encore aujourd'hui la voiture des officiels indiens. Prakash Mishra travaille au ministère de la Justice de Delhi. Parmi les avantages de la fonction, une Ambassador blanche et un chauffeur. C'est très confortable. Vous pouvez vous mettre à l'aise. Parfois, quand je vais d'un rendez-vous à l'autre, j'ai beaucoup de dossiers avec moi. Mais il y a de la place ici. Et puis, vous n'avez pas besoin de présenter votre carte d'identification à chaque fois. Parce que quand vous avez une Ambassador blanche, la plupart des gardes de sécurité savent que c'est une voiture officielle. Mais ces voitures vont bientôt disparaître. La production a été arrêtée en juin 2014. Après quasiment 60 ans de bons et loyaux services, l'Ambassador va devenir une affaire de collectionneurs, comme Diljit Titus, qui ne possède pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 5 modèles différents. Voici une Ambassador modèle numéro 1 en configuration break. C'est l'une de mes préférées, une des 16 dernières qui existent encore dans le pays. Voici une modèle numéro 1 de 1959, elle appartenait à mon père. Elle est très spéciale pour nous. Nous avons grandi dans cette voiture. Suive une autre de 1961,
de 1966 et une bleu ciel de 1957 en cours de restauration. Conçu sur la base d'un modèle du constructeur britannique Morris, l'Ambassador n'a que peu évolué au cours de ses 6 décennies d'existence. Et si un jour la production devait reprendre, comme l'a promis son fabricant indien, il ne faudra pas toucher à l'essentiel. Nous aimerions beaucoup qu'un nouveau modèle sorte avec un meilleur moteur, qui respecte les normes actuelles, qui pollue moins. Mais il ne faudrait pas que la forme de la voiture change. Si le design change trop, on ne va pas l'aimer. Pourtant, la publicité a déjà imaginé comment un jeune Indien inventif pouvait recarrosser la classique Ambassador. Mais il s'agissait de vanter les mérites d'une voiture française qui, elle, n'a jamais roulé en Inde. Retour dans l'Hexagone à présent. Merci, à bientôt. Avec Grégoire Tournon, notre journaliste sportif tout-terrain. On va s'intéresser au parc automobile français et on va voir si on en a sous le capot, nous. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors oui, le samedi, il fait automobile, il fait aussi la mer, les montgolfières, tout. Pour commencer, il y a combien de voitures en circulation chez nous? Alors au début de l'année, on comptait 38 600 000 véhicules immatriculés en France. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, elles n'étaient que 1600. Alors nous possédons le 2e parc européen. Alors ce parc est principalement composé de voitures particulières, la vôtre, la mienne, des voitures qui sont à 84% donc particulières devant les véhicules industriels, les véhicules utilitaires, les cars, les autocars. Les 2 tiers des Français ont une voiture, les 2 tiers des foyers français ont une voiture et surtout, près de 9 ans et 100 000 km, c'est la voiture moyenne, celle que vous trouvez sur la route. Elle a 9 ans? Elle a 9 ans, en moyenne, hein, l'âge moyen des voitures, c'est assez âgé. Et elle a une boîte de vitesse manuelle et elle roule au diesel. 6 voitures sur 10 roulent au gasoil, même si cette énergie a tendance un petit peu à reculer. Et apparemment, le blanc, c'est la couleur qui remporte les suffrages. Le blanc? Le blanc, voilà, c'est le blanc. Il y a le blanc, il y a un peu de rouge et du blanc. Je crois que le blanc, c'était plus récent, ça. C'est celle qu'on trouve le plus aujourd'hui sur nos routes. Tiens, on l'utilise, nous, en France, à quelle fréquence et pour quelle raison? Pour aller chez le boulanger ou pour aller voir belle-maman à 50 km? Plus pour bosser. Alors déjà, il faut savoir que malgré les campagnes anti-voiture, le développement des transports en commun, il y a aussi les limitations de vitesse et de circulation. Quand on a une voiture, impossible de vivre sans. 9 automobilistes sur 10 l'utilisent chaque semaine, 6 sur 10 chaque jour. Le premier motif, c'est pour aller bosser, donc pour aller travailler. Ouais. On y va en auto. 63% des Français vont bosser en voiture. Ils sont que 18 à y aller en transport en commun, mais c'est une proportion qui s'inverse lorsque vous vivez en Ile-de-France, parce que vous roulez... Et c'est pas fini. Non, il y a encore plein de choses à faire, mais vous roulez bien sûr beaucoup plus et beaucoup plus longtemps lorsque vous êtes en région plutôt qu'à Paris, surtout en zone rurale, et vous utilisez plus la voiture si vous avez des enfants, William, plus que si vous n'en avez pas. Je parle des enfants. Et ici, il faut le savoir que ça fait du mal dans le budget des Français. C'est lourd, 15% du budget total. Et quel rapport nous entretenons avec notre automobile? Qu'est-ce qui motive les Français à prendre le volant, en dehors de le fait qu'il faut aller au boulot, etc. Alors déjà, on préfère posséder plutôt que partager. Pourtant, c'est la grande mode de l'autopartage, on entend parler de ça dans les médias. On veut notre propre voiture. Alors lorsqu'on interroge les Français sur ce que ça leur procure, en 1, c'est synonyme de liberté. En 2, c'est un moment pour s'informer grâce à la radio. Ensuite vient le plaisir de conduire, ça c'est en 3e position. Et en stress, le stress, là c'est vraiment en bas du classement. Apparemment, ça ne fait pas peur aux Français. Alors au moment de l'achat, les hommes et les femmes vont regarder en premier les mêmes choses, le prix et le confort. Ensuite, les femmes vont s'intéresser... Pas la carrosserie d'abord? Ah non, la non, ligne, non. Le prix d'abord? Le prix d'abord, le prix et le confort. La ligne, c'est plus les femmes. C'est l'esthétisme et la sécurité pour les femmes. Et ce sera la consommation et le niveau d'équipement pour les hommes. Et pour les deux, la puissance de la voiture, ça c'est le dernier des critères. Même si les routes sont limitées à 100 ans. Ah oui, oui, ça change rien. Ça change rien. On entend souvent parler de la voiture autonome. On a déjà dit ça dans nos reportages. D'ailleurs, est-ce que les Français sont prêts à franchir le cap de la voiture qui roule toute seule? Pas pour l'instant. Il va falloir les convaincre. Alors, si pour plus de la moitié, c'est un véritable progrès, les 2 tiers pensent que c'est peu fiable et encore trop cher. Ils appréhendent, en fait, la voiture autonome. Bon, ce ne sont que les débuts. On parle de 2020 pour les premières voitures. Et surtout, il y a une perte du plaisir de conduire pour les 3 quarts des gens. Évidemment. On aime conduire. Voilà, c'est ça le problème. Alors, pour l'heure, les Français vont s'intéresser aux nouvelles motorisations, à l'hybride, à l'électrique. Mais ce qui est quand même paradoxal, c'est que 57% de ces Français ne comptent pas changer de motorisation lorsqu'ils changeront de véhicule. Pour conclure, quels sont les modèles chouchous chez nous, en France? Alors, sur les 70 dernières années, je suis sûr qu'il y en a que vous avez conduit. En 1, la Citroën DS.
En 2, la 2 chevaux. Oui. En 3, la coccinelle. En 4, la Golf Volkswagen. Il y a la Mini ensuite et la Peugeot 205 dont je rêvais. Mini. Mini de l'époque, la Cooper. Ah oui, Voilà. le style Mini. Ah oui, d'accord. Et quoi, vous avez dit après? La Peugeot 205. C'était la voiture de Jones. Je rêvais d'avoir ça quand j'étais petit. Moi, c'est un petit peu dépassé maintenant. C'était ça la voiture de Jones? Ouais. Ah bah alors c'est bien ça. Je m'en souviens. Très bien. Merci beaucoup. Vous pouvez circuler maintenant, Monsieur Grégoire. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dernière escale du jour, cap sur la Belgique. Là-bas aussi, ils aiment ça. Vous allez voir qu'entre les Belges et leurs voitures, c'est une histoire qui roule. Un peu trop peut-être, puisque Bruxelles, vous ne savez peut-être pas, mais c'est la ville la plus embouteillée d'Europe. Et pourtant, si on fait des efforts à Paris, mais non, c'est Bruxelles. Valérie, si j'ai bien compris, c'est jamais sans ma voiture là-bas. Chez vous, non? Bonjour. Bonjour William, ouais, c'est clairement ça, sauf pour être honnête, une fois par an, puisqu'il y a 15 jours, comme en France, eh bien, il y a eu la journée sans voiture. Et comme en France, je vous rassure, ça a fait beaucoup jaser. Car la tendance à disposer de sa voiture est très forte et elle se renforce même. La Belgique a enregistré son taux d'immatriculation le plus élevé depuis 5 ans. On compte, pour Grégoire qui aime bien les chiffres, 6 millions de voitures particulières pour 11,2 millions d'habitants. C'est donc un tout petit peu plus qu'en France. Et pourtant, quand on voit les bouchons dantesques autour d'Anvers toute la journée, quand on voit les bouchons à l'entrée de Bruxelles tous les matins, tous les soirs, ça devrait refroidir quand même beaucoup d'automobilistes. Eh bien non, visiblement, le Belge n'envisage pas son quotidien sans voiture. Alors c'est un peu le dilemme de l'œuf ou de la poule. Est-ce que c'est parce que les transports en commun sont plutôt moins développés qu'ailleurs qu'ils prennent plus la voiture? Ou est-ce parce qu'ils ne lâcheront jamais le volant que les autorités investissent un peu moins dans les infrastructures? Les chiffres le montrent. C'est difficile à trancher. En tout cas, c'est une histoire d'amour qui roule, vous le disiez, une histoire passionnelle. Et quand on aime, c'est bien connu, on ne compte pas. Reportage avec Guillaume Wolf, Juan Palencia et Hervé Verlois. 7h30 au pays le plus embouteillé d'Europe. À tous les accès de la capitale, la même scène de bouchons qui dure jusqu'à 9h30, si tout va bien. C'est super chiant, on n'en peut plus. C'est tous les matins comme ça? C'est tous les matins comme ça. On va dire 25 km pour à peu près 1 heure, 1 heure et demie. 3 quarts d'heure pour 18 km. Alors pourquoi autant de bouchons? D'abord parce qu'en Belgique, les salariés sont incités à prendre la voiture. Ils sont 500 000 à avoir un véhicule de société. Exemple, dans ce cabinet de consultants, 33 employés et 33 voitures de société. Tu rentres dans notre société, tu as droit à une Polo. Ce que nous mettons en disposition, c'est la voiture, la carte essence, le changement des pneus, les assurances, la mise en circulation, les réparations et l'entretien. En Belgique, les voitures de société, depuis certainement une dizaine d'années, font partie de l'offre salariale. C'est une partie très importante parce qu'il y a un avantage fiscal à la fois dans le chef de l'employé et dans le chef de l'employeur. Résultat, des employés se retrouvent avec une voiture sans en avoir forcément l'utilité. Moi, je pense que c'est ridicule. Surtout quand j'habite à 1,5 km, je pourrais même le faire à pied. Si je laisse ma voiture chez moi, je dois payer un parking de 20 € par jour. Donc, par opportunisme, clairement que je vais utiliser ma voiture de société. Plus qu'un moyen de transport, la voiture est pour beaucoup de Belges un symbole de réussite. Et les plus aisés viennent la montrer ici, à Knock. C'est le Deauville belge, avec sa plage, ses terrasses et son bling-bling. À l'heure de l'apéro, c'est un défilé de voitures de luxe, Place Albert, que les locaux ont baptisé autrement. On va maintenant vers la place Mathieu-Vu, dans le temps surtout. Tout le monde faisait des tours, 2, 3, 4 tours à la place Mathieu-Vu pour se faire voir. Les gens qui ont des nouvelles bagnoles, ils vont venir à Knock pour montrer leur voiture à Knock, quoi. Pour cette propriétaire d'un hôtel 4 étoiles, la voiture fait passer un message. Si moi je vais conduire une petite Fiat, là les gens vont dire les affaires vont mal parce que c'est se permettre une petite Fiat. C'est pas que je dois me permettre une Rolls-Royce, mais une Porsche est une voiture que tout d'abord j'adore, mais qui est conforme en fait à l'hôtel qu'on a. Cerise sur le gâteau, Martine a immatriculé sa voiture au nom de son hôtel, La Réserve, parce qu'en Belgique c'est possible. 13 000 Belges ont déjà acheté une plaque personnalisée, dont Marc, qui a choisi ironiquement d'appeler sa voiture à vendre. Le prix, 1 000 €. C'est un prix qui est à vie, puisque je garderai la plaque à vie. Maintenant, certaines personnes
mettre leur argent dans autre chose, peut-être dans des jantes qui coûtent 3 000 € ou dans un smartphone qui coûte plus de 1 000 €. Pour leur voiture, les Belges sont prêts à beaucoup de sacrifices car pour se déplacer, à part quelques initiatives très singulières, la voiture reste reine au Royaume de Belgique. Plutôt drôle, Valérie, ces plaques personnalisées ici, on ne connaît pas. En plus, il faut les acheter, c'est cher. Et ça marche bien? Alors ça a eu un très gros succès au démarrage, 600 plaques demandées chaque mois. Du coup, l'État a flairé quand même la bonne affaire et a doublé le prix. C'est passé de 1 000 € à 2 000 €. Ah oui. Après tout, si les gens ont envie de dépenser leur argent comme cela et de payer cet impôt volontaire, pourquoi pas. Alors du coup, la demande a quand même diminué. C'est 200 plaques qui sont demandées maintenant chaque mois. Et on a obtenu la nôtre. Ah, c'est bien ça. Pour être bien discret à Bruxelles. Bon, je vous rassure, on n'a pas payé. On n'a pas payé en tout cas le changement de carte grise, car c'est ça que ça implique et qui coûte 2 000 €. Ouais. Là, c'est juste un modèle, c'est une fausse en quelque sorte qui nous permet de décorer le bureau. C'est bien, ça fait très chic ça. Alors de deux choses une, soit les gens vous applaudissent dans la rue quand vous passez, vous jettent des fleurs, soit ils vous crachent dessus. Ça dépend. Ils nous jettent de tomates. Merci beaucoup. À bientôt Valérie, à bientôt. Voilà, on vient de voir que cette voiture, y compris en Belgique, occupe une place très importante. Madame, monsieur, c'est la fin du road trip, c'est comme ça qu'ils disent là-bas, non pas en Belgique, mais en Grande-Bretagne. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur la place de la voiture, aux 4 coins du monde. La semaine prochaine, autre thème, c'est à l'occasion de la sortie du nouveau film de la plus célèbre des célibataires, j'ai nommé Bridget Jones. C'est la drague qui sera à l'honneur dans cette émission. Quelles sont les méthodes de séduction de nos voisins? Alors, proches ou lointains, peu importe. Est-ce qu'on drague de la même manière à Rio ou à New Delhi? Non, évidemment. Et vous avez raison. Est-ce qu'il y a question de romantisme ou selon les pays, ça manque parfois de délicatesse? Vous avez aussi raison si vous pensez ça. Est-ce que ça fonctionne ou de toute façon les traditions sont plus fortes que tout? Vous allez voir. Et si l'amour n'a pas de frontières, vous verrez que pour la drague, c'est extrêmement différent. À chaque pays, sa technique. Démonstration samedi prochain. J'espère que vous serez là. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve lundi, bien sûr. En attendant, voici quelques images de la semaine écoulée. C'est la petite séance de rattrapage. Bon week-end. Merci.